Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Ezwa. Fable de La Fontaine, livre second, de Jean de La Fontaine. Fable 1. Contre ceux qui ont le goût difficile. Quand j'aurais en naissant reçu de Calliope les dons qu'à ses amants cette muse a promis, je les consacrerais au mensonge d'Ésope. Le mensonge et les vers de tout temps sont amis. Mais je ne me crois pas si chéri du Parnasse que de savoir orner toutes ces fictions. On peut donner du lustre à leurs inventions. On le peut. Je l'essaie. Un plus savant le fasse. Cependant, jusqu'ici, d'un langage nouveau, j'ai fait parler le loup et répondre l'agneau. J'ai passé plus avant. Les arbres et les plantes sont devenus chez moi créatures parlantes. Qui ne prendrait ceci pour un enchantement? Vraiment, me diront nos critiques, vous parlez magnifiquement de 5 ou 6 contes d'enfants. Censeur, en voulez-vous qu'ils soient plus authentiques et d'un style plus haut? En voici. Les Troyens, après 10 ans de guerre autour de leurs murailles, avaient lassé les Grecs qui, par 1000 moyens, par 1000 assauts, par 100 batailles, n'avaient pu mettre à bout cette fière cité. Quand un cheval de bois, par Minerve inventé, d'un rare et nouvel artifice, dans ses énormes flancs reçut le sage Ulysse, le vaillant Diomède, Ajax l'impétueux, que ce colosse monstrueux, avec leurs escadrons, devait porter dans Troie, livrant à leur fureur ces dieux mêmes en proie. Stratagème inouï, qui des fabricateurs paya la constance et la peine. C'est assez, me dira quelqu'un de nos auteurs. La période est longue, il faut reprendre haleine. Et puis, votre cheval de bois, vos héros avec leurs phalanges, ce sont des contes plus étranges qu'un renard qui cajole un corbeau sur sa voie. De plus, il vous sied mal d'écrire en si haut style. Eh bien, baissons d'un ton. La jalouse Amarille songeait à son Alcippe, et croyait de ses soins n'avoir que ses moutons et son chien pour témoins. Tircis, qui l'aperçut, se glisse entre des saules. Il entend la bergère adressant ses paroles au doux Zéphyr et le priant de les porter à son amant. Je vous arrête à cette rime, dira mon censeur à l'instant. Je ne la tiens pas légitime, ni d'une assez grande vertu. Remettez pour le mieux ces 2 vers à la fonte. Maudit censeur, te tairas-tu? Ne saurais-je achever mon conte? C'est un dessein très dangereux que d'entreprendre de te plaire. Les délicats sont malheureux, rien ne saurait les satisfaire. Fin de la fable 1. Contre ceux qui ont le goût difficile. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Ezwa. Fable de La Fontaine, livre second, de Jean de La Fontaine. Fable 2. Conseil tenu par les rats. Un chat, nommé Rodilardus, faisait des rats telles des confitures que l'on n'en voyait presque plus, tant il en avait mis dedans la sépulture. Le peu qu'il en restait, n'osant quitter son trou, ne trouvait à manger que le quart de son sou, et Rodilard passait chez l'agent misérable, non pour un chat, mais pour un diable. Or, un jour qu'au haut et au loin le galant alla chercher femme, pendant tout le sabbat qu'il fit avec sa dame, le demeurant des rats tint chapitre en un coin sur la nécessité présente. Dès l'abord, leur doyen, personne fort prudente, opina qu'il fallait, et plus tôt que plus tard, attacher un grelot au cou de Rodilard, qu'ainsi, quand il irait en guerre, de sa marche averti, il s'enfuirait en terre, qui n'y savait que ce moyen. Chacun fut de l'avis de monsieur le doyen. Chose ne leur parut à tous plus salutaire. La difficulté fut d'attacher le grelot. L'un dit: je n'y vas point, je ne suis pas si sot. L'autre: je ne saurais. Si bien que sans rien faire on se quitta. J'ai maints chapitres vus qui pour néant se sont ainsi tenus. Chapitres non de rats, mais chapitres de moines, voire chapitres de chanoines. Ne faut-il que délibérer? La cour en conseillers foisonne. Est-il besoin d'exécuter? L'on ne rencontre plus personne. Fin de la fable 2. Conseil tenu par les rats. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Ceci
est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Ezois. Fable de La Fontaine, livre second, de Jean de La Fontaine. Fable 3. Le loup plaidant contre le renard par devant le singe. Un loup disait que l'on l'avait volé. Un renard, son voisin d'assez mauvaise vie, pour ce prétendu vol par lui fut appelé. Devant le singe il fut plaidé, non point par avocat, mais par chaque partie. Thémis n'avait point travaillé, de mémoire de singe, a fait plus embrouillé. Le magistrat suait en son lit de justice. Après qu'on eut bien contesté, répliqué, crié, tempêté, le juge, instruit de leur malice, leur dit « Je vous connais de longtemps, mes amis, et tous deux vous payerez l'amende, car toi, loup, tu te plains quoiqu'on ne t'ait rien pris, et toi, renard, as pris ce que l'on te demande. » Le juge prétendait qu'à tort et à travers on ne saurait manquer, condamnant un pervers. Note. Quelques personnes de bon sens ont cru que l'impossibilité et la contradiction qui est dans le jugement de ce singe était une chose à censurer. Mais je ne m'en suis servi qu'après Phèdre, et c'est en cela que consiste le bon mot, selon mon avis. Fin de la fable 3. Le loup plaidant contre le renard par devant le singe. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Christophe. Fable de La Fontaine, livre second, de Jean de La Fontaine. Fable 4. Les deux taureaux et une grenouille. Deux taureaux combattaient à qui posséderait une génisse avec l'Empire. Une grenouille en soupirait. « Qu'avez-vous » se mit à lui dire quelqu'un du peuple croissant. « Et ne voyez-vous pas, dit-elle, que la fin de cette querelle sera l'exil de l'un, que l'autre, le chassant, le fera renoncer aux campagnes fleuries? Il ne régnera plus sur l'herbe des prairies, viendra dans nos marais régner sur les roseaux, et nous foulant aux pieds jusques au fond des eaux, tantôt l'une et puis l'autre, il faudra qu'on pâtisse du combat qu'a causé madame la génisse. » Cette crainte était de bon sens. L'un des taureaux en leur demeure s'alla cacher à leurs dépens. Il en écrasait 20 par heure. Hélas, on voit que de tout temps, les petits ont pâti des sottises des grands. Fin de la fable numéro 4, les deux taureaux et une grenouille. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Fable de La Fontaine, livre second, de Jean de La Fontaine. Fable 5. La chauve-souris et les deux belettes. Une chauve-souris donna tête baissée dans un nid de belettes. Et sitôt qu'elle y fut, l'autre, envers les souris de longtemps courroucées, pour la dévorer accourut. « Quoi ? Vous osez, dit-elle, à mes yeux vous produire, après que votre race a tâché de me nuire. N'êtes-vous pas souris? Parlez sans fiction. Oui, vous l'êtes, ou bien je ne suis pas belette. Pardonnez-moi, dit la pauvrette, ce n'est pas ma profession. Moi, souris? Les méchants vous ont dit ces nouvelles. Grâce à l'auteur de l'univers, je suis oiseau, voyez mes ailes, vive la gent qui fend les airs. Sa raison plut et sembla bonne. Elle fait si bien qu'on lui donne liberté de se retirer. 2 jours après, notre étourdi aveuglément se va fourrer chez une autre belette aux oiseaux ennemis. La voilà derechef en danger de sa vie. La dame du logis, avec son long museau, s'en allait la croquer en qualité d'oiseau, quand elle protesta qu'on lui faisait outrage. Moi, pour tel passé, vous n'y regardez pas. Qui fait l'oiseau? C'est le plumage. Je suis souris, vive les rats. Jupiter confonde les chats. Par cette adroite répartie, elle sauva 2 fois sa vie.
Plusieurs se sont trouvés qui, d'écharpes changeant, au danger, ainsi qu'elles, ont souvent fait la figue. Le sage dit, selon les gens, « Vive le roi, vive la ligue !» Fin de la fable 5, livre second, La chauve-souris et les deux belettes. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Suzanne Denet. Fable de La Fontaine, livre seconde de Jean de La Fontaine. Fable numéro 6. L'oiseau blessé d'une flèche. Mortellement atteint d'une flèche empennée, un oiseau déplorait sa triste destinée et disait, en souffrant un surcroît de douleur: faut-il contribuer à son propre malheur? Cruels humains, vous tirez de nos ailes de quoi faire voler ces machines mortelles. Mais ne vous moquez point, en gens sans pitié. Souvent il vous arrive un sort comme le nôtre. Des enfants de japper toujours une moitié fournira des armes à l'autre. Fin de la fable numéro 6, l'oiseau blessé d'une flèche. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Fable de La Fontaine, livre second de Jean de La Fontaine. Fable 7. La lice et sa compagne. Une lice étant sur son terme et ne sachant où mettre un fardeau si pressant, fait si bien qu'à la fin sa compagne consent de lui prêter sa hutte où la lice s'enferme. Au bout de quelque temps, sa compagne revient. La lice lui demande encore une quinzaine. Ces petits ne marchaient, disait-elle, qu'à peine. Pour faire court, elle l'obtient. Ce second terme échu, l'autre lui redemande sa maison, sa chambre, son lit. La lice, cette fois, montre les dents et dit: je suis prête à sortir avec toute ma bande si vous pouvez nous mettre hors. Ces enfants étaient déjà forts. Ce qu'on donne aux méchants, toujours on le regrette. Pour tirer d'eux ce qu'on leur prête, il faut que l'on en vienne au coup. Il faut plaider, il faut combattre. Laissez-leur prendre un pied chez vous, ils en auront bientôt pris 4. Fin de la fable 7, livre second, La lice et sa compagne. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Fable de La Fontaine, livre second de Jean de La Fontaine. Fable 8. L'aigle et l'escarbot. L'aigle donnait la chasse à maître Jean Lapin, qui droit à son terrier s'enfuyait au plus vite. Le trou de l'escarbot se rencontre en chemin. Je laisse à penser si ce gîte était sûr, mais où mieux, Jean Lapin s'y blottit. L'aigle fondant sur lui nonobstant cet asile, l'escarbot intercède et dit: princesse des oiseaux, il vous est fort facile d'enlever malgré moi ce pauvre malheureux, mais ne me faites pas cet affront, je vous prie, et puisque Jean Lapin vous demande la vie, donnez-la lui de grâce ou l'ôtez à tous deux. C'est mon voisin, c'est mon compère. L'oiseau de Jupiter, sans répondre un seul mot, choque de l'aile l'escarbot, l'étourdit, l'oblige à se taire, enlève Jean Lapin. L'escarbot, indigné, vole au nid de l'oiseau, fracasse, en son absence, ses œufs, ses tendres œufs, sa plus douce espérance. Pas un seul ne fut épargné. L'aigle étant de retour et voyant ce ménage, remplit le ciel de cris, et pour comble de rage, ne sait sur qui venger le tort qu'elle a souffert. Elle gémit en vain, sa plainte au vent se perd. Il fallut pour 7 ans vivre en mer affligée. L'an suivant, elle mit son nid plus haut. L'escarbot prend son temps, fait faire aux œufs le saut. La mort de Jean Lapin, derechef et vengé. Ce second deuil fut tel que l'écho de ses bois n'endormit de plus de 6 mois. L'oiseau qui porte Ganymède du monarque des dieux enfin implore l'aide, dépose en son giron ses œufs,
et croient qu'en paix ils seront dans ce lieu, que pour ses intérêts, Jupiter se verra contraint de les défendre, hardi qu'ils iraient la prendre. Aussi ne les y prit-on pas. Leur ennemi changea de note, sur la robe du dieu fit tomber une crotte. Le dieu, la secouant, jeta les œufs à bas. Quand l'aigle sut l'inadvertance, elle menaça Jupiter d'abandonner sa cour, d'aller vivre au désert, de quitter toute dépendance avec mainte autre extravagance. Le pauvre Jupiter se tut. Devant son tribunal, l'escarbot comparut, fit sa plainte et conta l'affaire. On fit entendre à l'aigle enfin qu'elle avait tort. Mais les deux ennemis ne voulant point d'accord, le monarque des dieux s'avisa, pour bien faire, de transporter le temps où l'aigle fait l'amour en une autre saison, quand la race escarbotte est en quartier d'hiver, et comme la marmotte se cache et ne voit point le jour. Fin de la fable 8, livre second, l'aigle et l'escarbot. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Ezwa. Fable de La Fontaine, livre second, de Jean de La Fontaine. Fable 9. Le lion et le moucheron. Va-t'en, chétif insecte, excrément de la terre! C'est en ces mots que le lion parlait un jour au moucheron. L'autre lui déclara la guerre. Penses-tu, lui dit-il, que ton titre de roi me fasse peur ni me soucie? Un bœuf est plus puissant que toi, je le mène à ma fantaisie. À peine il achevait ces mots que lui-même il sonna la charge, fut le trompette et le héros. Dans l'abord il se met au large, puis prend son temps, fond sur le cou du lion qu'il rend presque fou. Le quadrupède écume et son œil étincelle, il rugit, on se cache, on tremble à l'environ, et cette alarme universelle est l'ouvrage d'un moucheron. Un avorton de mouche en 100 lieues le harcèle, tantôt pique l'échine et tantôt le museau, tantôt entre au fond du naseau. La rage alors se trouve à son faîte montée. L'invisible ennemi triomphe, et rit de voir qu'il n'ait griffes ni dents en la bête irritée qui de la mettre en sang ne fasse son devoir. Le malheureux lion se déchire lui-même, fait résonner sa queue alentour de ses flancs, bat l'air qui n'en peut mais, et sa fureur extrême le fatigue, l'abat, le voilà sur les dents. L'insecte du combat se retire avec gloire. Comme il sonne à la charge, il sonne la victoire, va partout l'annoncer et rencontre en chemin l'embuscade d'une araignée. Il y rencontre aussi sa fin. Quelle chose par là nous peut être enseignée? J'en vois deux, dont l'une est qu'entre nos ennemis les plus à craindre sont souvent les plus petits, l'autre, qu'au grand péril tel a pu se soustraire qui périt pour la moindre affaire. Fin de la fable 9, le lion et le moucheron. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Diane. Fable de La Fontaine, livre second, de Jean de La Fontaine. Fable 10. L'âne chargé d'éponges et l'âne chargé de sel. Un ânier, son sceptre à la main, menait, en empereur romain, deux coursiers à longues oreilles. L'un, d'éponges chargé, marchait comme un courrier, et l'autre, se faisant prier, portait, comme on dit, les bouteilles. Sa charge était de sel. Nos gaillards pèlerins, par monts, par vaux et par chemin, au gué d'une rivière à la fin n'arrivèrent, et fort empêchés se trouvèrent. L'ânier, qui tous les jours traversait ce gué-là, sur l'âne à l'éponge monta, chassant devant lui l'autre bête, qui, voulant en faire à sa tête, dans un trou se précipita, revint sur l'eau, puis échappa. Car au bout de quelques nagées, tout son sel se fondit si bien
que le baudet ne sentait rien sur ses épaules soulagées. Camarade épongier prit exemple sur lui, comme un mouton qui va dessus la foi d'autrui. Voilà mon âne à l'eau, jusqu'au col il se plonge, lui, le conducteur et l'éponge. Tous trois beurrent d'autant. L'ânier et les grissons firent à l'éponge raison. Celle-ci devint si pesante, et de tant d'eau s'emplit d'abord, que l'âne succombant ne put gagner le bord. L'ânier l'embrassait, dans l'attente d'une prompte et certaine mort. Quelqu'un vint au secours. Qui ce fut, il n'emporte. C'est assez qu'on ait vu par là qu'il ne faut point agir chacun de même sorte. J'en voulais venir à ce point. Fin de la fable 10. L'âne chargé d'éponge et l'âne chargé de sel. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Suzanne Denet. Fable de La Fontaine, livre second de Jean de La Fontaine. Fable numéro 11. Le lion et le rat. Il faut, autant qu'on peut, obliger tout le monde. On a souvent besoin d'un plus petit que soi. De cette vérité deux fables feront foi. Dans la chose en preuves abondent. Entre les pattes d'un lion, un rat sortit de terre assez à l'étourdi. Le roi des animaux, en cette occasion, montra ce qu'il était et lui donna la vie. Ce bienfait ne fut pas perdu. Quelqu'un aurait-il jamais cru qu'un lion d'un rat eût affaire? Cependant, il advint qu'au sortir des forêts, ce lion fut pris dans des rets, dont ses rugissements ne le purent défaire. Si rat accourut et fit tant par ses dents qu'une maille rongée emporta tout l'ouvrage. Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. Fin de la fable 11. Le lion et le rat. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Diane. Fable de La Fontaine, livre second de Jean de La Fontaine. Fable 12. La colombe et la fourmi. L'autre exemple est tiré d'animaux plus petits. Les langues d'un clair ruisseau buvait une colombe, quand sur l'eau se penchant une fourmi y tombe. Et dans cet océan l'on eût vu la fourmi s'efforcer, mais en vain de regagner la rive. La colombe aussitôt usa de charité. Un brin d'herbe dans l'eau par elle étant jeté, ce fut un promontoire où la fourmi arrive. Elle se sauve, et là-dessus passe un certain croquant qui marchait les pieds nus. Ce croquant par hasard avait une arbalète. Dès qu'il voit l'oiseau de Vénus, il le croit en son pot, et déjà lui fait fête. Tandis qu'à le tuer, mon villageois s'apprête, la fourmi le pique au talon. Le vilain retourne la tête. La colombe l'entend, part et tire de long. Le souper du croquant avec elle s'envole, pointe pigeon pour une obole. Fin de la fable 12. La colombe et la fourmi. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Ezwa. Fable de La Fontaine, livre second, de Jean de La Fontaine. Fable 13.
L'astrologue qui se laisse tomber dans un puits. Un astrologue, un jour, se laissa choir au fond d'un puits. On lui dit « Pauvre bête, tandis qu'à peine à tes pieds tu peux voir, penses-tu lire au-dessus de ta tête ?» Cette aventure en soi, sans aller plus avant, peut servir de leçon à la plupart des hommes. Parmi ce que de gens sur la terre nous sommes, il en est peu qui fort souvent ne se plaisent d'entendre dire qu'au livre du destin les mortels peuvent lire. Mais ce livre, qu'Homère et les siens ont chanté, qu'est-ce que le hasard parmi l'Antiquité et parmi nous la Providence? Or, du hasard il n'est point de science. S'il en était, on aurait tort de l'appeler hasard, ni fortune, ni sort, toute chose très incertaine. Quant aux volontés souveraines de celui qui fait tout, et rien qu'avec dessein, qui les sait que lui seul? Comment lire en son sein? Aurait-il imprimé sur le front des étoiles ce que la nuit des temps enferme dans ses voiles? À quelle utilité? Pour exercer l'esprit de ceux qui de la sphère et du globe ont écrit? Pour nous faire éviter des maux inévitables? Nous rendre dans les biens de plaisirs incapables? Et causant du dégoût pour ces biens prévenus, les convertir en maux devant qu'ils soient venus? C'est erreur, ou plutôt c'est crime de le croire. Le firmament se meut, les astres font leur cours, le soleil nous luit tous les jours sa clarté succède à l'ombre noire, sans que nous en puissions autre chose inférer que la nécessité de luire et d'éclairer, d'amener les saisons, de mûrir les semences, de verser sur les corps certaines influences. Du reste, en quoi répond au sort toujours divers ce train toujours égal dont marche l'univers? Charlatans, faiseurs d'horoscopes, quittez les cours des princes de l'Europe. Emmenez avec vous les souffleurs tout d'un temps, vous ne méritez pas plus de foi que ces gens. Je m'emporte un peu trop. Revenons à l'histoire de ce spéculateur qui fut contraint de boire. Outre la vanité de son art mensonger, c'est l'image de ceux qui bâillent aux chimères, cependant qu'ils sont en danger, soit pour eux, soit pour leurs affaires. Fin de la fable 13. L'astrologue qui se laisse tomber dans un puits. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Alain J. Fable de La Fontaine, livre second de Jean de La Fontaine. Fable 14. Le lièvre et les grenouilles. Un lièvre, en son gîte, songeait. Car que faire en un gîte, à moins que l'on ne songe? Dans un profond ennui, ce lièvre se plongeait. Cet animal est triste, et la crainte le ronge. Les gens de naturel peureux sont, disait-il, bien malheureux. Ils ne sauraient manger morceau qui leur profite. Jamais un plaisir pur, toujours assauts divers. Voilà comme je vis. Cette crainte maudite m'empêche de dormir, sinon les yeux ouverts. Corrigez-vous, dira quelque sage cervelle. Et la peur se corrige-t-elle? Je crois même qu'en bonne foi les hommes ont peur comme moi. Ainsi raisonnait notre lièvre, et cependant faisait le guet. Il était douteux, inquiet, un souffle, une ombre, un rien, tout lui donnait la fièvre. Le mélancolique animal, en rêvant à cette matière, entend un léger bruit. Ce lui fut un signal pour s'enfuir devers sa tanière. Il s'en alla passer sur le bord d'un étang. Grenouilles aussitôt de sauter dans les ondes, grenouilles de rentrer en leur grotte profonde. Oh, dit-il, j'en fais faire autant qu'on m'en fait faire. Ma présence effraie aussi les gens. Je mets l'alarme au camp. Et d'où me vient cette vaillance? Comment? Des animaux qui tremblent devant moi? Je suis donc un foudre de guerre. Il n'est, je le vois bien, six poltrons sur la terre qui ne puissent trouver un plus poltron que soi. Fin de la fable 14. Le lièvre et les grenouilles. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou
Pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Suzanne Denet. Fable de La Fontaine, livre seconde de Jean de La Fontaine. Fable numéro 15, le coq et le renard. Sur la branche d'un arbre était en sentinelle un vieux coq adroit et matois. « Frère, dit un renard, adoucissant sa voix, nous ne sommes plus en querelle. Paix générale cette fois. Je viens te l'annoncer. Descends, que je t'embrasse. Ne me retarde point de grâce. Je dois faire aujourd'hui 20 postes sans manquer. Les tiens et toi pouvez vaquer sans nulle crainte à vos affaires. Nous vous y servirons, frères. Faites sans les feux dès ce soir. Et cependant, viens recevoir le baiser d'amour fraternel. Ami, reprit le coq, je ne pouvais jamais apprendre une plus douce et meilleure nouvelle que celle de cette paix, et ce m'est une double joie de la tenir de toi. Je vois de lévriers qui, je m'assure, sont courriers que pour ce sujet on m'envoie. Ils vont vite et seront dans un moment à nous. Je descends, nous pourrons nous entrebaiser tous. Adieu, dit le renard, ma traite est longue à faire. Nous nous réjouirons du succès de l'affaire une autre fois. Le galant aussitôt tire ses grègues, gagne au haut, mal content de son stratagème. Et notre vieux coq en soi-même se mit à rire de sa peur, car c'est double plaisir de tromper le trompeur. Fin de la fable numéro 15. Le coq et le renard. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Alain J. Fable de La Fontaine, livre second de Jean de La Fontaine, fable 16. Le corbeau voulant imiter l'aigle. L'oiseau de Jupiter enlevant un mouton. Un corbeau témoin de l'affaire, et plus faible de rein, mais non pas moins glouton, en voulut sur l'heure autant faire. Il tourne à l'entour du troupeau, marque entre 100 moutons le plus gras, le plus beau, un vrai mouton de sacrifice. On l'avait réservé pour la bouche des dieux. Gaillard Corbeau disait, en le couvant des yeux, « Je ne sais qui fut ta nourrice, mais ton corps me paraît en merveilleux état. Tu me serviras de pâture. » Sur l'animal bêlant, à ces mots il s'abat. La moutonnière créature pesait plus qu'un fromage. Outre que sa toison était d'une épaisseur extrême et mêlée à peu près de la même façon que la barbe de Polyphème. Elle empêtra si bien les serres du corbeau que le pauvre animal ne put faire retraite. Le berger vient, le prend, l'encage bien et beau, le donne à ses enfants pour servir d'amusette. Il faut se mesurer. La conséquence est nette. Mal prend aux volereaux de faire les voleurs. L'exemple est un dangereux leurre. Tous les mangeurs de gens ne sont pas grands seigneurs. Où la guêpe a passé, le moucheron demeure. Fin de la fable 16. Le corbeau voulant imiter l'aigle. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public.
Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Alain J. Fable de La Fontaine, livre second de Jean de La Fontaine, Fable 17, le paon se plaignant à Junon. Le paon se plaignait à Junon. Déesse, disait-il, ce n'est pas sans raison que je me plains, que je murmure. Le chant dont vous m'avez fait don déplaît à toute la nature. Au lieu qu'un rossignol, chétive créature, forme des sons aussi doux qu'éclatants, est lui seul l'honneur du printemps. Junon répondit en colère. Oiseau jaloux, et qui devrait te taire? Est-ce à toi d'envier la voix du rossignol? Toi, que l'on voit porter à l'entour de ton col un arc-en-ciel nué de 100 sortes de soie, qui te panade, qui déploie une si riche queue et qui semble à nos yeux la boutique d'un lapidaire? Est-il quelque oiseau sous les cieux plus que toi capable de plaire? Tout animal n'a pas toute propriété. Nous vous avons donné diverses qualités. Les uns ont la grandeur et la force en partage. Le faucon est léger, l'aigle plein de courage, le corbeau sert pour le présage, la corneille avertit des malheurs à venir. Tous sont contents de leur ramage. Cesse donc de te plaindre, ou bien pour te punir, je t'ôterai ton plumage. Fin de la fable 17, le paon se plaignant à Junon. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Fable de La Fontaine, livre second, de Jean de La Fontaine. Fable 18. La chatte métamorphosée en femme. Un homme chérissait éperdument sa chatte. Il la trouvait mignonne et belle et délicate, qui miaulait d'un ton fort doux. Il était plus fou que les fous. Cet homme donc, par prière, par larmes, par sortilèges et par charmes, fait tant qu'il obtient du destin que sa chatte, en un beau matin, devient femme, et le matin même, maître sot en fait sa moitié. Le voilà fou d'amour extrême, de fou qu'il était d'amitié. Jamais la dame la plus belle ne charma tant son favori que fait cette épouse nouvelle son hypocondre de mari. Il l'amadoue, elle le flatte, il n'y trouve plus rien de chatte, et poussant l'erreur jusqu'au bout, la croit femme en tout et partout, lorsque quelques souris qui rongeaient de la natte troublèrent le plaisir des nouveaux mariés. Aussitôt la femme est sur pied, elle manqua son aventure. Souris de revenir, femme d'être en posture. Pour cette fois, elle accourut à point, car ayant changé de figure, les souris ne la craignaient point. Ce lui fut toujours une amorce, tant le naturel a de force. Il se moque de tout, certain âge accompli. Le vase est imbibé, l'étoffe a pris son pli. En vain de son train ordinaire on le veut désaccoutumer. Quelque chose qu'on puisse faire, on ne saurait le réformer. Coups de fourche ni d'étrivière ne lui font changer de manière, et fussiez-vous embâtonné, jamais vous n'en serez les maîtres. Qu'on lui ferme la porte au nez, il reviendra par la fenêtre. Fin de la fable 18. La chatte métamorphosée en femme. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Fable de La Fontaine, livre second de Jean de La Fontaine. Fable 19. Le lion et l'âne chassant. Le roi des animaux se mit un jour en tête de giboyer. Il célébrait sa fête. Le gibier du lion, ce ne sont pas moineaux, mais beaux et bons sangliers, daims et cerfs bons et beaux.
Pour réussir dans cette affaire, il se servit du ministère de l'âne à la voix de Stentor. L'âne à Messerion fit office de corps. Le lion le posta, le couvrit de ramée, lui commanda de braire, assuré qu'à ce son les moins intimidés fuiraient de leur maison. Leurs troupes n'étaient pas encore accoutumées à la tempête de sa voix. L'air en retentissait d'un bruit épouvantable, la frayeur saisissait les hôtes de ces bois. Tous fuyaient, tous tombaient au piège inévitable où les attendait le lion. « N'ai-je pas bien servi dans cette occasion ?» dit l'âne en se donnant tout l'honneur de la chasse. « Oui, reprit le lion, c'est bravement crié. Si je connaissais ta personne et ta race, j'en serais moi-même effrayé. » L'âne, s'il eût osé, se fut mis en colère. Encore qu'on le raillât avec juste raison. Car qui pourrait souffrir un âne fanfaron? Ce n'est pas là leur caractère. Fin de la fable 19, le lion et l'âne chassant. Fable 20. Testament expliqué par Ésope. Des fables de La Fontaine, livre second. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Ézoie. Fable de La Fontaine, livre second de Jean de La Fontaine. Fable 20. Testament expliqué par Ésope. Si ce qu'on dit d'Ésope est vrai, c'était l'oracle de la Grèce. Lui seul avait plus de sagesse que tout l'aéropage. En voici pour essai une histoire des plus gentilles et qui pourra plaire au lecteur. Un certain homme avait 3 filles, toutes 3 de contraire humeur, une buveuse, une coquette, la 3e avare parfaite. Cet homme, par son testament, selon les lois municipales, leur laissa tout son bien par portions égales, en donnant à leur mère tant, payable quand chacune d'elles ne posséderait plus sa contingente part. Le père mort, les 3 femelles courent au testament sans attendre plus tard. On le lit, on tâche d'entendre la volonté du testateur, mais en vain, car comment comprendre qu'aussitôt que chacune sœur ne possédera plus sa part héréditaire, il lui faudra payer sa mère. Ce n'est pas un fort bon moyen pour payer que d'être sans bien. Que voulait donc dire le père? L'affaire est consultée, et tous les avocats, après avoir tourné le cas en 100 et 100 000 manières, y jettent leur bonnet, se confessent vaincus, et conseillent aux héritières de partager le bien sans songer au surplus. Quant à la somme de la veuve, voici, leur dirent-ils, ce que le conseil trouve. Il faut que chaque sœur se charge par traité du tiers, payable à volonté. Si mieux n'aime la mère en créer une rente, dès le décès du mort courante. La chose ainsi réglée, on composa 3 lots. En l'un, les maisons de bouteilles, les buffets dressés sous la treille, la vaisselle d'argent, les cuvettes, les brocs, les magasins de malvoisie, les esclaves de bouche, et pour dire en 2 mots, l'attirail de la goinfrerie. Dans un autre, celui de la coquetterie, la maison de la ville et les meubles exquis, les eunuques et les coiffeuses, et les brodeuses, les joyaux, les robes de prix. Dans le 3e lot, les fermes, le ménage, les troupeaux et le pâturage, valets et bêtes de labeur. Ces lots faits, on jugea que le sort pourrait faire que peut-être pas une sœur n'aurait ce qui lui pourrait plaire. Ainsi, chacune prit son inclination, le tout à l'estimation. Ce fut dans la ville d'Athènes que cette rencontre arriva. Petits et grands, tout approuva le partage et le choix. Ésope seul trouva qu'après bien du temps et des peines, les gens avaient pris justement le contre-pied du testament. Si le défunt vivait, disait-il, que l'Attique aurait de reproches de lui. Comment ce peuple qui se pique d'être le plus subtil des peuples d'aujourd'hui a si mal entendu la volonté suprême d'un testateur? Ayant ainsi parlé, il fait le partage lui-même et donne à chaque sœur un lot contre son gré. Rien qui pût être convenable, partant rien aux sœurs d'agréable. À la coquette l'attirail, qui suit les personnes buveuses, la biberonne eut le bétail, la ménagère eut les coiffeuses. Tel fut l'avis du Phrygien, alléguant qu'il était moyen plus sûr pour obliger ses filles à se défaire de leurs biens, qu'elles se marieraient dans les bonnes familles quand on leur verrait de l'argent, paieraient leur mère tout content, ne posséderaient plus les effets de leur père, ce que disait le testament. Le peuple s'étonna comme il se pouvait faire qu'un homme seul eût plus de sens qu'une multitude de gens.
Fin de la fable 20, Testament expliqué par Ésope. Fin des fables de La Fontaine, livre second. Cet enregistrement fait partie du domaine public.